Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième webconférence qui est organisée dans le cadre de la session tutorée du MOOC Millionnet. Donc, webconférence qui va aborder la problématique des traitements du myélome multiple. Donc, vous voyez qu'à l'écran, je suis accompagné d'Audrey, Audrey de la patte graphique, pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur Millionnet, c'est toute la mise en forme des contenus Millionnet est faite par Audrey et qui aussi donc, organise les différentes webconf. Et puis, je suis aussi accompagné d'Aurélie. Voilà, donc, et je salue Aurore Perrault, professeur Aurore Perrault, qui vient de se joindre à nous. On vient de démarrer il y a 30 secondes. Aurore. Donc, voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Audrey pour rappeler, pour qui ce serait la première participation, comment poser des questions, et comment suivre cette webconf. Merci Bernard et bonsoir à tous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire bonsoir dans le chat et de nous mettre où vous vivez, comme ça on vous connaît un peu mieux. Et si vous avez des questions à poser pendant cette webconférence, allez bien dans l'onglet questions afin qu'on puisse mieux les identifier et les poser au professeur Perrault et au docteur Frenzel par la suite. Et bien sûr, pensez à poser des questions généralistes parce que ce n'est pas une consultation privée et utilisez le chat pour nous dire si vous avez des difficultés pour discuter entre vous, que ça soit une ambiance conviviale. Et du coup, je vais relaisser la parole à Bernard. Bon, donc cette webconf, donc je vais laisser nos deux intervenants, donc le professeur Aurore Perrault et le docteur Laurent Frenzel se présenter. Donc on vous rappellera aussi comment vous inscrire sur Millionnet, parce que je rappelle que bien sûr ces webconférences sont très intéressantes, mais qu'ensuite vous pouvez revenir sur les contenus de ces webconférences en consultant le MOOC Millionnet qui a été, je dirais, retravaillé fin d'année dernière et qui vous permet d'accéder à des contenus qui correspondent à vos attentes. Donc, et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, donc, en abordant les traitements du myélome multiple avec nos deux intervenants, en distinguant bien sûr les traitements des patients jeunes, dits jeunes, éligibles à l'autogreffe, ceux qui sont un peu moins jeunes et qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe, et puis malheureusement aussi, c'est le cas pour la plupart d'entre nous, on peut être confronté à des rechutes, donc on abordera cette partie, donc traitement de rechute, et puis je pense qu'Aurore Perrault nous donnera quelques informations sur les travaux de recherche en cours. Voilà. Donc, Audrey, je pense que je vous laisse, Aurore, et je vous laisse la parole, Aurore et Laurent, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que on ne peut que vous remercier. Eh bien, bonsoir. Que vous avez. En effet, moi, je suis hématologue au CHU de Toulouse, et ça fait 6-7 ans maintenant que je ne m'occupe quasiment plus que de patients qui ont un myélome. Voilà. Et je suis ravie de faire cette nouvelle conférence avec Laurent, un bon binôme. Laurent qui, je ne sais pas si il a le son. Il était là, et puis... Oui. Il a peut-être un petit problème de connexion, mais sinon je commence et puis il prendra au cours de... Il va certainement revenir. Ok. Donc, je pense que Audrey, c'est encore à vous. Alors, j'imagine qu'il y en a encore un certain nombre d'entre vous qui ne sont pas inscrits sur Millionnet. Et donc, ça, c'est pour nous vraiment important que vous puissiez avoir un accès à cette base de connaissances dont la mise en place a été possible grâce au partenariat qu'on a avec l'intergroupe francophone du myélome. C'est clair que nous, en tant que patients, bénévoles de l'association, on était bien incapable de monter cette base. Et voilà, c'est important pour nous que vous puissiez vous connecter parce que c'est une façon de reconnaître le travail de l'association, mais aussi celui des médecins. Alors, dites-nous comment on peut s'inscrire. C'est compliqué, ça coûte bien, Audrey? Alors, normalement, c'est très, très simple et c'est gratuit. Il vous suffit donc d'aller sur le site de live3m.org, de soit vous connecter si vous avez déjà un compte, soit de vous inscrire. Donc, il y a un formulaire à remplir
quand vous êtes enfin connecté, et ben, vous allez donc sur MOOC Mielonet, sur la slide sur le côté gauche, et vous faites accéder au MOOC. La première fois là où vous allez y accéder, c'est très important, on va vous demander un identifiant. L'identifiant, c'est un pseudonyme que vous allez vous donner. Ce n'est pas votre adresse mail, ce n'est pas votre numéro de sécurité sociale. C'est un petit pseudo que vous donnez à vous. Il va être partout là où vous allez laisser une participation dans le site. Et on va vous demander votre qualité. Donc, si vous êtes patient, professionnel, proche patient, voilà, ça sera les deux choses qui vous seront demandées. Et après, à chaque fois, vous devez passer par la f3m.org et on vous demandera plus rien, vous serez directement connecté. Donc, vous arriverez la toute première fois sur cette page-ci avec aucun cours encore de commencer. Et du coup, il vous suffira d'aller dans les outils et les cours et de regarder les contenus qui vous intéressent et d'y participer. Sachant que Mielonet donc, a ouvert en décembre 2022. Oui, 2022, et qu'actuellement, nous sommes en session de MOOC tutoré jusqu'au 22 juin 2023, du coup. Que nous avons déjà 308 inscrits et que nous vous attendons avec impatience sur Mielonet. Voilà. Merci. Donc, je vais laisser maintenant saluer Laurent Fincel qui est revenu. Donc, si vous pouvez dire quelques mots de présentation, Laurent, où vous exercez. Donc, Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bon, parfait, désolé pour le retard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore de m'avoir invité pour discuter un peu des traitements en myélome. Donc, je suis Laurent Frenzel, je suis hématologue et je travaille à l'hôpital Necker sur Paris. Merci. Donc, on est plus de 300, près de 300, 317 personnes en ligne. Donc, vous voyez l'intérêt d'une telle webconférence. Donc, sans attendre, voilà, il y a 317 personnes qui attendent vos réponses, votre présentation. Je vous laisse soit Aurore, soit Laurent démarrer cette webconf. Je ne sais pas comment vous êtes répartis les tâches. On n'a pas fait de répartition, mais je peux commencer pour les patients éligibles à l'autogreffe. On va dire que c'est nos thématiques un peu de l'IFM. J'ai pas la main, je pense, sur les diapos. Voilà, je vous les laisse les passer. Si vous l'avez, si jamais, Aurore, vous pouvez passer soit avec la souris ou soit avec le droite-gauche de votre clavier. Ok, avec les petites flèches. Merci. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui a un myélome nouvellement diagnostiqué et qui est suffisamment jeune et ou en forme pour recevoir un traitement qu'on appelle intensif, donc de la chimiothérapie intensive, on propose un traitement qui n'est pas le même tout au long de la séquence thérapeutique. Donc, il y a plusieurs étapes. On commence par une phase d'induction qui a pour objectif de mettre la maladie, de contrôler les symptômes et de mettre la maladie en meilleure rémission possible avant de recevoir le traitement intensif avec l'autogreffe. Et pendant cette phase d'induction, il faut aussi qu'on soit capable de recueillir les cellules souches qui vont servir à l'autogreffe, sachant que la greffe, le traitement par autogreffe, ce qui est efficace contre le myélome, c'est la chimiothérapie forte, et l'autogreffe, elle sert à mieux supporter cette chimiothérapie forte. Donc, une fois qu'on a collé la maladie, collecté les cellules, qu'on les a congelées et qu'on a fait un bilan pré-autogreffe, on fait cette phase d'autogreffe proprement dite qui consiste en une hospitalisation d'environ 15 jours. Parfois, moi, dans mon centre, on peut proposer de faire la première semaine à domicile. Je crois qu'il y a d'autres endroits qui font aussi un peu différemment. Mais grosso modo, c'est 15 jours avec le premier jour, la chimiothérapie forte, une pause pendant 24 heures qui laisse s'éliminer cette chimiothérapie, puis la réinjection des cellules souches périphériques qui sont capables de refabriquer en fait des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et donc ce processus de refabrication, il dure une dizaine de jours. Donc il faut rester en hospitalisation, sous surveillance, le temps que le corps refabrique, que la moelle osseuse refabrique à partir de ces cellules souches des globules blancs qui servent à se défendre contre les infections, des globules rouges qui servent à transporter l'oxygène et des plaquettes qui luttent contre le saignement. Une fois qu'on a récupéré des paramètres globulaires, j'allais dire sanguins normaux ou quasi normaux, on peut sortir, rentrer chez soi, se reposer. Il y a souvent 1 ou 2 mois de convalescence, on va dire, avant de reprendre une phase de consolidation
qui n'est pas toujours obligatoire, ça dépend aussi un petit peu de la durée de l'induction. De plus en plus, on a des protocoles qui peuvent proposer de faire une induction plus longue, avec 6 mois au départ, et de ne pas forcément faire de consolidation et d'aller directement au traitement de maintenance. Alors, quand on fait une consolidation, en général, on réutilise les mêmes traitements que pendant l'induction, mais c'est plus court. Au lieu de faire 4 à 6 mois, on fait 2 à 4 mois. Et ensuite, le traitement de maintenance, je pense qu'on en reparlera, mais il est aujourd'hui à base plutôt de lénalidomide, de revlimide, donc de comprimés, un comprimé par jour, 3 semaines sur 4. Et la durée optimale, c'est maintenant, on parle de 3 ans de traitement de maintenance. Alors, je passe à la suite. Donc, si on reprend chaque étape, la phase d'induction, donc les traitements qu'on utilise, c'est une combinaison de différentes molécules. L'intérêt, c'est d'attaquer la cellule malade par différentes voies, par différents mécanismes. Donc, on utilise des anticorps anti-CD38. Ça, c'est permis depuis 2 ans, en fait, maintenant. Donc, remboursé, le daratumumab est remboursé depuis avril 2021 en première ligne thérapeutique. On y associe un inhibiteur du protéasome, généralement du bortezomib. Enfin, en tout cas, c'est le seul qui est remboursé dans cette indication. Un imide, thalidomide ou lénalidomide. En théorie, celui qui est remboursé, c'est la thalidomide. Depuis que le lénalidomide est générique, on a moins de mal de le substituer. En tout cas, les pharmaciens ne nous embêtent pas trop pour la substitution. Et puis de la dexaméthasone qui est toujours associée surtout au début des traitements. Alors, on parle de cycle. En fait, un cycle, c'est 1 mois, enfin c'est 28 jours. Et donc, on fait 4 mois, 4 à 6 mois d'induction. Ensuite, donc, pendant l'autogreffe, quelles sont les complications possibles? Il y a toujours une phase d'aplasie. Donc, après la chimiothérapie qui va tuer toutes les cellules, on va avoir une baisse des globules blancs, une baisse des globules rouges et des plaquettes pendant quelques jours, pendant 10-15 jours. Et pendant cette phase d'aplasie, on peut avoir une toxicité aussi sur les muqueuses de la chimiothérapie avec une mucite, mucite orodigestive. Donc, quand c'est la bouche, c'est surtout des douleurs, des aphtes. Quand c'est plus bas, ça peut faire des diarrhées assez importantes. Et quand on a cette barrière muqueuse qui est altérée, ça favorise les infections. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une surveillance pendant cette période d'aplasie de la température. On met des antibiotiques à la moindre fièvre, même si au départ, on n'a pas forcément trouvé d'infection, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de défense pour contrôler ces infections. Donc, il y a un petit cap à passer. Et puis, pour les globules rouges et les plaquettes, on peut faire des transfusions. Les globules blancs, ça a une durée de vie de quelques heures. Donc, on ne fait pas de transfusion de globules blancs, sauf cas un peu extrême, on va dire. Mais pour les globules rouges et les plaquettes, on peut faire des transfusions pour passer ce cap de cette période d'aplasie. Alors, comment on regarde si le traitement fonctionne et à quel moment on fait une autogreffe? Donc, vous le savez souvent, quand on veut regarder la réponse au traitement, on regarde ce qui est produit par la cellule malade. Et le plus souvent, c'est un pic monoclonal, c'est ce qu'on voit au diagnostic, qui va diminuer au fur et à mesure des cycles de traitement. Et on évalue cette maladie à chaque cycle, en fait. Ce n'est pas comme certains cancers ou autres maladies où on fait un PET scanner au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois. Là, on regarde en permanence, on va dire, la réponse au traitement. Alors, surtout après la phase d'induction, surtout après l'autogreffe, mais même au niveau de l'induction, à chaque mois, on refait cette électrophorèse pour voir ce pic diminuer. Quand on a un myélome qui ne fabrique pas un pic entier, quand on fabrique seulement des chaînes légères, on ne peut pas suivre la réponse sur l'électrophorèse. Il faut regarder la quantité de protéines dans les urines, ces chaînes légères qui vont dans les urines, ou le dosage des chaînes légères sériques, qui est encore plus précis. Et donc, il y a un dosage particulier qu'on fait dans les milieux hospitaliers en général, ce n'est pas remboursé en ville. Et c'est cette diminution du taux de chaînes légères qui nous permet de vérifier que le traitement fonctionne. Et si un jour il ne fonctionne plus, de l'adapter, de le changer. Alors, vous voyez des fois dans vos courriers, ou vos hématologues vous l'expliquent peut-être, que non seulement c'est mieux de répondre au traitement, mais surtout, on insiste maintenant sur la qualité de la réponse. C'est-à-dire que c'est mieux, à un moment donné, d'être en réponse complète que seulement en réponse partielle.
Mais parfois, si on est en réponse partielle et qu'elle reste stable, il n'y a pas non plus de catastrophe. Ce qui compte, c'est qu'on contrôle la maladie. Mais de plus en plus, on attend des réponses profondes, ce qu'on appelle profondes. Donc, réponse partielle, c'est quand le pic il a baissé de 50%. Très bonne réponse partielle quand il a baissé de 90%. Réponse complète, c'est quand il n'y a plus de pic, mais qu'il n'y a plus aussi, on n'a plus de traces non plus, ce qu'on appelle l'immunofixation. Et puis, ça nécessite de refaire le myélogramme pour vérifier qu'il y a moins de 5% de plasmocytes. Et la réponse complète stringente, c'est encore un peu plus strict, c'est-à-dire qu'il y a des critères un peu supplémentaires, notamment avec le ratio de chaîne légère. Globalement, parce que souvent j'ai cette question, mais on ne voit plus rien dans le sang, pourquoi il faut continuer le traitement? Si on ne voit plus de traces, c'est que je suis en rémission, je suis guérie, etc. Alors, de plus en plus, j'utilise cette image de cet iceberg dans l'océan, qui est le myélome. Quand on est au diagnostic, on est tout en haut de l'iceberg. Quand on arrive en situation de très bonne réponse partielle ou de réponse complète, en fait, on est au niveau de la mer. Et donc, ça veut dire qu'on ne voit plus rien dans le sang. Mais si on va regarder des techniques plus performantes dans la moelle osseuse, et donc au niveau dans les profondeurs de l'océan, c'est important d'essayer d'être le plus bas possible, c'est-à-dire d'avoir la maladie la plus minime possible, la plus minimale. Et c'est ce qu'on appelle la maladie résiduelle, qu'on évalue chez des patients qui ont déjà plus de pic, parce que c'est sûr que s'il reste un pic à 10 grammes dans le sang, on sait qu'il reste aussi des choses dans la moelle osseuse. Mais quand on ne voit plus rien dans le sang, c'est plus précis d'aller regarder dans la moelle osseuse. Donc la maladie résiduelle, on l'évalue en général par le myélogramme, avec différentes techniques qui peuvent permettre une sensibilité de jusqu'à 10-6. Donc 10-6, ça veut dire qu'on est capable de détecter une cellule du myélome sur 1 million de cellules. Et puis, de plus en plus, on regarde aussi la maladie résiduelle qu'on appelle hors de la moelle, c'est-à-dire par PET scanner. C'est un peu complémentaire au myélogramme. Et quand le PET scanner, au départ, est positif, c'est-à-dire qu'on a des fixations au début, la maladie, on le refait, par exemple, après l'autogreffe ou après la consolidation. Parfois, il y a des protocoles où on le refait déjà au bout de 6 mois pour essayer de voir cette maladie résiduelle, c'est-à-dire est-ce qu'il reste des traces de la maladie dans la moelle par le myélogramme et en dehors de la moelle pour le PET scan. Voilà, je m'arrête là pour cette première partie. Laurent est en train de faire le marathon de réponses aux questions, mais je ne sais pas s'il y a des questions orales ou si, Bernard, vous avez des compléments. Non, je ne sais pas, Aurélie, peut-être à repérer des questions. Oui. Donc, vous venez de répondre à l'oral à des questions qui ont été posées. Oui, il y avait une question sur la myélodysplasie, mais le docteur Frenzel y a répondu. Il y avait pas mal beaucoup de gens qui avaient l'air intéressés. Une question, quelle quantité de cellules souches faut-il pour un greffon, pour l'autogreffe? Est-ce qu'il y a une quantité? Alors, il y a une quantité minimale, c'est-à-dire que pour être à peu près sûr qu'on ait assez de cellules souches pour refabriquer des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, on dit qu'on a besoin de 2 millions de cellules souches par kilo de poids corporel. Donc, ça dépend du poids au moment de la réinjection. Et effectivement, quand on fait un recueil, on a un objectif de plutôt 3 millions par autogreffe. Donc, si jamais on veut faire 2 autogreffes, il faut qu'on ait plutôt 6 millions, 4 à 6 millions. Alors, pourquoi je dis entre 2 et 3 ? Parce que parfois, on a un petit peu de perte à la décongélation. Les cellules, quand elles se décongèlent, elles sont toujours vivantes, mais parfois, on en perd un peu. Il y a une partie des cellules qui peuvent mourir, ou quand on lave pour éliminer le produit de congélation, on peut avoir quelques petites pertes. Donc, entre 2 et 3, voilà, on est à l'aise. Si on est à 2,01, on peut faire une autogreffe. Et je vous avoue que moi, j'ai déjà fait à 1,9. Ensuite, il y a la quantité, puis on regarde la qualité des fonds. Ça, c'est des choses qu'on discute avec les médecins qui font les autogreffes, les médecins qui font les congélations de cellules. Mais en gros, c'est ça. Il faut 2 millions de cellules souches par kilo de poids. D'accord. Et est-ce qu'il y a forcément un test pour la maladie résiduelle après l'autogreffe? Alors non, la maladie résiduelle pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui nous sert systématiquement à adapter le traitement. On commence on parlera de la recherche des protocoles, on commence à s'apercevoir que
peut-être la maladie résiduelle est un bon marqueur pour essayer de prédire un peu l'évolution et que si on répond très bien, très vite au traitement, on peut peut-être alléger le traitement. Et au contraire, si on ne répond pas suffisamment bien, probablement qu'il faut renforcer le traitement. Mais ça, pour l'instant, c'est des hypothèses, on ne l'a pas encore prouvé. Et donc, il n'est pas recommandé pour tout le monde de faire une mesure de la maladie résiduelle en routine. C'est pas quelque chose d'obligatoire. On va pas dire il faut absolument faire ça pour pouvoir adapter le traitement. Mais de plus en plus, je pense que les hématologues le proposent. Et sauf si vous avez une aversion absolue du myélogramme, ça peut quand même aider votre hématologue à vous suivre. Et puis, alors c'est sûr que des fois, on se rassure avec une maladie résiduelle indétectable, parce que quand la maladie résiduelle est indétectable, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est dans la meilleure situation possible, c'est-à-dire qu'on ne voit plus aucune trace de la maladie avec tous les moyens qu'on a. Mais parfois, si elle reste positive, on va être un peu déçu. Donc, il faut arriver à faire avec ce résultat. Et donc, il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir, et puis il y en a qui veulent absolument savoir, et ça, c'est des choses qu'on voit en consultation. Moi, je le propose, hors essai clinique, mais si quelqu'un me dit « Oh non, j'ai pas très envie ni d'avoir le myélogramme, ni de savoir », on ne le fait pas, ça ne change pas le traitement au jour d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, bon, après, il a été répondu aux questions, et c'est surtout que les questions portent sur des sujets qu'on va traiter. Donc, oui. Il y a peut-être une question qui mériterait de... Il y a quelqu'un là qui dit « Je suis atteint d'un myélome indolent ». Ah oui. Moment donc sans symptômes. Oui. Est-ce que vous seriez capable de nous dire quels vont être les facteurs déclenchants de la maladie, puis peut-être un statistique, sur 100 patients atteints d'un myélome indolent, il faut peut-être rassurer. Il y en a combien qui vont glisser? Alors, les facteurs déclenchants, oui. Les causes du myélome et les facteurs favorisants, on les connaît encore très très mal. Les causes, on les connaît pas. Ce serait prétentieux de dire qu'on les connaît, mais on connaît quelques-uns des facteurs favorisants. On sait qu'il y a, dans de rares cas, des gens qui ont plusieurs cas de myélome dans la même famille, donc il y a sûrement des facteurs génétiques, même si ce n'est pas du tout une maladie transmissible héréditaire. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux. De plus en plus, on sait que l'exposition importante aux pesticides est sûrement un facteur favorisant. Et d'ailleurs, les agriculteurs peuvent voir leur maladie reconnue comme maladie professionnelle. Certains produits chimiques peut-être, mais tous les agriculteurs n'ont pas un myélome, tous les gens exposés à des produits chimiques non plus. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, les causes, c'est difficile. Il y a des cellules qui se modifient et qui deviennent cancéreuses. Ce n'est pas un cancer qui évolue très vite, les cellules ne se multiplient pas de façon très très vite, c'est souvent une progression relativement lente. Et quand il y a des symptômes, c'est que là, la quantité de cellules est devenue importante. Et on ne sait pas bien, sur le plan du système immunitaire, qu'est-ce qui permet chez certains patients que le myélome évolue très lentement, voire n'évolue pas, et chez d'autres qu'il évolue plus vite. Donc il y a sûrement des causes un peu au niveau du système immunitaire. Mais je ne suis pas capable de dire plus sur les causes. Après, donc, tout myélome, normalement, est précédé d'états prémyélomateux. Le premier qu'on appelle gammapathie monoclonale de signification indéterminée, ou MGUS, c'est quand on a un pic sur une électrophorèse, mais qu'il n'y a pas d'autre anomalie. Et puis, il y a un état intermédiaire entre la MGUS et le myélome symptomatique, qui est le myélome indolent, ou SMM, Smoldering Multiple Myeloma, et où là, souvent, ça veut dire qu'on a un diagnostic de myélome, c'est-à-dire qu'on a soit un pic à plus de 30 grammes, soit on a fait un myélogramme et il y a plus de 10% de plasmocytes, mais ce myélome ne s'exprime pas en termes de symptômes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anémie, pas d'hypercalcémie, pas d'insuffisance rénale et pas de lésion. Et alors, il y a des gens qui restent toute leur vie au stade de MGUS, au stade de pré-myélome, on va dire. Et il y a des gens qu'on va rencontrer qui ont déjà un myélome mais sans symptômes, un myélome indolent. Et certains vont rester aussi toute leur vie, voire ou des années, au stade de myélome indolent. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi certains vont rester au stade de myélome indolent, et dans d'autres cas, ça progresse. Donc, il y a une étude qui est faite par l'IFM, c'est le professeur Decaux qui s'occupe de cette étude et qui essaye de trouver
en fait des facteurs de risque d'évolution ou pas des myélomes indolents vers des myélomes symptomatiques. Aujourd'hui, en France, on ne recommande pas de traiter les myélomes au stade de myélome indolent parce qu'on n'a pas montré que ça permettait de mieux guérir et que finalement, il y a beaucoup de cancers où on traite quand c'est tout petit en se disant comme ça, on s'en débarrasse, on guérit et on n'en parle plus. Et aujourd'hui, dans le myélome indolent, le traitement fonctionne, c'est sûr, mais on n'a pas montré que ça permettait absolument de guérir et qu'il y avait un bénéfice à traiter plus tôt. Donc, on ne traite pas tous les myélomes indolents. De temps en temps, quand le myélome indolent a des facteurs d'agressivité, on peut proposer un traitement dans le cadre surtout de protocole, mais pour l'instant, ça reste des choses à l'étude. Ouais. Alors sinon, il y a quand même des questions qui sont arrivées sur l'autogreffe, donc c'est un peu bizarre effectivement de nous réinjecter des trucs cancéreux, puisque c'est les nôtres. Et puis, il y a quelqu'un qui parle d'une allogreffe de sa sœur jumelle. Donc voilà, est-ce que... Alors du coup, quand on fait une autogreffe, on ne réinjecte pas des trucs cancéreux. Non. Ce qu'on réinjecte, c'est des cellules souches. non, mais il n'y a pas de problème. C'est des cellules souches, c'est des cellules normales de la moelle osseuse qui sont capables de fabriquer des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Alors, il y a longtemps, quand on faisait des autogreffes, on allait chercher ces cellules souches dans la moelle osseuse. On faisait des aspirations au niveau du bassin. Et puis, c'est vrai que quand on aspire de la moelle osseuse, on aspire toute la moelle. Aujourd'hui, pour faire un greffon, pour récupérer un greffon, on fait sortir ces cellules souches dans le sang. On utilise des médicaments qui sont des facteurs de croissance. On a 2 types différents. Parfois, on n'en utilise qu'un, le GCSF. Parfois, on rajoute du plérixafor. Ça dépend si on y arrive bien avec le GCSF tout seul. Et ça permet de faire sortir les cellules souches, mais ça ne fait pas sortir des plasmocytes qui resteraient normalement dans la moelle osseuse. Donc, le greffon, il n'est pas ultra contaminé par des cellules cancéreuses, si vous voulez. Après, il y a très longtemps, il y avait eu des études où ils essayaient de purger, c'est-à-dire de dialyser le greffon, si vous voulez, pour enlever des cellules tumorales. On n'avait pas l'impression que ça changeait les choses, donc c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, depuis qu'on ne va plus chercher les cellules souches à l'intérieur de la moelle osseuse, on est un peu plus rassuré sur le fait que le greffon n'est pas contaminé par de la maladie résiduelle, si vous voulez. Et quant à l'allogreffe, alors on fait quasiment plus d'allogreffe dans le myélome. L'allogreffe, c'est remplacer le système immunitaire de quelqu'un du patient par celui de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que quand il y a des jumeaux, alors des vrais jumeaux, des jumeaux qu'on appelle monozygotes, ça pourrait ressembler à une autogreffe en fait. Mais bon, c'est vraiment des situations très rares et voilà, des cas très particuliers. Et est-ce qu'on fait des autogreffes après 70 ans ? Il y a certains centres qui l'ont déjà proposé. C'est pas la recommandation la plus classique, mais ça peut être possible. En fait, on le modère de plus en plus parce qu'au-delà de 70, on a maintenant des traitements qui permettent d'aller bien. Et on se dit que pour faire le risque, qui n'est pas forcément un risque vital d'une autogreffe, parce qu'il n'y a pas de risque vital très important, mais c'est plus le désagrément, entre guillemets, de l'autogreffe ne vaut probablement pas le coup au-delà de 70 ans, sauf cas très particuliers, mais ça, on n'est pas là pour discuter des cas trop particuliers, je pense. D'accord. Et justement, oui, il y a beaucoup de gens qui racontent leur traitement et tout ça, et on ne va pas faire de consultation en ligne, et donc... là, pour les questions... J'ai vu qu'il y avait des gens qui disent qu'ils avaient eu des autogreffes après 70 ans et que ça s'était bien passé, mais tant mieux. Ouais. Après, je pense qu'il y a quelques années, on avait aussi moins le choix et que c'est peut-être différent aujourd'hui parce qu'on a plus de possibilités. Mais je sais que certains médecins le font et s'ils arrivent à encadrer cette procédure au-delà de 70 ans sans trop de problèmes, il n'y a pas d'interdiction, si vous voulez. Mais il y a aussi beaucoup de médecins qui considèrent qu'au-delà de 65 ans, les autres traitements marchent très bien et que ce n'est pas la peine d'embêter le patient avec une autogreffe. L'autogreffe ne guérit pas non plus, au jour d'aujourd'hui, tous les patients. Donc, okay. On va peut-être passer à... Oui, on va passer aux patients un peu plus âgés.
Laurent, Du je te coup, laisse. je veux bien, merci Aurore. Fait une très belle transition, hein, notamment sur l'autogreffe. Donc, est-ce qu'il faut la faire à plus de 70 ans ou pas? Donc, Aurore, effectivement, tu as très bien expliqué, hein. Donc, l'intérêt ou non, en tout cas, de réaliser cette autogreffe. Et c'est vrai qu'on a l'expérience de certains centres qui le font jusqu'à 70, voire 75 ans. Mais c'est vrai, comme on va le voir maintenant, aujourd'hui, au vu des nouveaux traitements et des résultats que l'on a, on peut se poser cette question. Maintenant, ça veut dire que si vous avez eu une autogreffe et que vous avez plus de 70 ans, que ça a bien fonctionné, c'est parfait, hein. Mais en tout cas, ne partez pas du principe que si vous n'avez pas eu d'autogreffe alors que vous avez 70, 71, 75 ans et que vous êtes en pleine forme, ne dites pas que vous avez effectivement moins de chances d'avoir une réponse, en tout cas après la première ligne de traitement. Alors, j'ai la main ou pas? Je sais plus. Oui. Oui, vous l'avez avec la Parfait. souris ou avec le clavier à votre C'est convenance. très bien. Donc justement pour voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle non éligible à l'autogreffe. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'âge est un critère, mais pas que, hein. Il y a aussi comment est-ce que vous vous sentez, quelle est votre forme. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va prendre en compte. Aussi, si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires ou des problèmes rénaux, ça, c'est également des éléments assez importants parce que l'autogreffe, pour parmi vous, je pense qu'il y en a certains qui ont eu une autogreffe, c'est quand même une période où on est hospitalisé, on est particulièrement fragile des infections. On a ce qu'on appelle en aplasie, ça veut dire qu'on n'a plus aucun globule blanc pour nous protéger. Si on a des problèmes cardiaques ou des problèmes pulmonaires, par exemple, c'est vrai que le risque notamment d'infection est plus important et la question peut se poser de se dire est-ce que ça vaut en tout cas le coup de faire une autogreffe alors qu'aujourd'hui on a d'autres traitements disponibles. Et l'autre chose également, c'est que les études qui ont permis de montrer l'importance de l'autogreffe ont été faites il y a longtemps, elles ont été faites il y a 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on avait montré qu'au-delà de 65 ans, probablement il y a moins d'intérêt, mais 65 ans dans les années 90 et avoir 65 ans aujourd'hui, on est d'accord que c'est pas du tout la même chose. On est beaucoup plus en forme aujourd'hui, et tant mieux, hein, et tant mieux. Et c'est vrai que c'est pour ça que en permanence, on est en train de réfléchir. Est-ce que même si on a plus de 65 ans, est-ce qu'il y a un intérêt ou non, en tout cas, à réaliser cette autogreffe? Alors, si on n'a pas d'autogreffe, aujourd'hui, quel est le traitement qu'on propose en général, ce qu'on appelle en première ligne, au moment où on arrive dans la maladie? Il s'agit d'une association. Aurore en a déjà un petit peu parlé, hein, sur les différents types de molécules qu'on utilise aujourd'hui dans le myélome. Elles sont 3, en tout cas, à partir du moment où on n'est pas éligible à l'autogreffe. Il s'agit donc du daratumumab, l'anticorps qu'on appelle anti-CD38, qui se donne par voie sous-cutanée avec un schéma bien particulier, toutes les semaines pendant 2 mois, puis après tous les 15 jours pendant 4 mois, et après c'est tous les mois. Avec le daratumumab est associé l'énaïdomide, ou qu'on appelle le Revlimid, qui est un comprimé qu'on prend tous les jours, 21 jours sur 28, donc une petite pause d'une semaine, hein, qui a comme principal effet secondaire, souvent ça fatigue un peu et puis ça donne des diarrhées aussi, hein, donc ça il faut le savoir. On a aujourd'hui des solutions en tout cas pour limiter ces problèmes, mais c'est les principaux effets secondaires, puis ça fait diminuer aussi les globules. Et puis le troisième traitement, j'ai eu cette question d'ailleurs, hein, sur la dexaméthasone. Pourquoi on propose de la dexaméthasone? Tout simplement parce que la dexaméthasone, c'est un traitement du myélome. Ce sont des corticoïdes qui sont fortement dosés, qu'on donne en général une fois par semaine, hein. Vous savez, c'est des ampoules ou des comprimés, il y a les deux qui existent. Mais c'est un traitement qu'on va rapidement essayer de diminuer, voire progressivement même d'arrêter au bout de plusieurs mois ou d'un an de traitement, par exemple. Pourquoi? Parmi vous, je pense qu'il y a effectivement une majorité qui ont déjà eu ce traitement par la dexaméthasone. Alors ça énerve, hein. Souvent moi je préviens quand même, hein, souvent quand on vient en plus en couple, que voilà, on peut être un petit peu énervé quand même avec ce traitement, hein. Ça c'est quelque chose qui est assez classique. Il faut plutôt le prendre le matin parce qu'après on dort plus. Ça c'est évident si vous le prenez le soir. Et puis l'autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, cette dexaméthasone fragilise beaucoup sur le plan des infections. Et raison pour laquelle on essaye de le diminuer, voire de l'arrêter au bout d'un certain temps, à partir du moment où la maladie elle est bien contrôlée, hein, bien contrôlée
sur l'électrophorèse, sur la prise de sang, où on voit que le pic est soit complètement stable, très bas, voire on n'en a plus. On peut se permettre en tout cas d'alléger le traitement au fur et à mesure des cures et des mois de ce traitement. L'autre question, c'est de savoir combien de temps on continue le traitement. Alors aujourd'hui, l'étude qui a permis de confirmer que cette association avec le daratumumab, le Revlimid et la dexaméthasone était particulièrement efficace, cette étude qu'on appelle l'étude MAIA, elle a montré que oui, ce traitement marche très bien, mais que normalement, il faut le continuer jusqu'à ce que la maladie revienne. Et ça, voilà, ça peut être très long, très 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 long, tant mieux, hein, c'est ce qu'on veut, bien entendu, mais ça peut durer plusieurs années. C'est aussi raison pour laquelle on a tendance à alléger au fur et à mesure le traitement. À partir du moment où vous allez bien, que la maladie est contrôlée, c'est sûr qu'on a tendance effectivement à alléger au fur et à mesure de ce traitement, sachant qu'il va continuer très longtemps dans la majorité des cas. Bien sûr, ça va dépendre de comment vous supportez le traitement. C'est des choses qu'on va prendre en compte, mais en général, on essaye en tout cas de le continuer le plus longtemps possible. Alors, dans certains cas, j'ai aussi vu cette question, au moment où on dit oui, mais si je ne peux pas prendre le Revlimid. Alors, on me dit oui, mais comment on peut le savoir? Tout simplement parce que vous l'avez mal supporté. Ça peut arriver des fois qu'on fasse des réactions au niveau de la peau, au niveau du Revlimid, ce qu'on appelle une toxidermie. Ça arrive. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on recommence, ça va revenir. Et donc, on ne peut pas utiliser le Revlimid ou d'autres raisons parce que on a des globules qui baissent particulièrement quand on prend le Revlimid. Ça peut être également une autre raison. Donc, on est amené à changer ce traitement et on propose à ce moment-là de garder souvent le daratumumab, mais de le proposer comme le traitement qu'on a vu avec Aurore, avec les patients, avec les personnes qui vont être autogreffées, un traitement qu'on appelle le Velcade qui se donne par voie sous-cutanée, souvent 1 voire 2 fois par semaine, en tout cas au départ, qui est un traitement qui est plutôt bien supporté, qui peut donner un petit peu de fourmis au niveau des mains ou des pieds, ce qu'on appelle la neuropathie, et on peut l'associer à du melphalan. Alors, le melphalan, c'est la même chose qu'on utilise pour l'autogreffe, mais c'est pas du tout les mêmes doses. C'est des doses beaucoup plus faibles et c'est des comprimés qu'on prend 4 jours par mois ou par 6 mois. Et à ceci est également associé des corticoïdes. Donc, comme vous pouvez le voir, si on ne supporte pas un des traitements, aujourd'hui, au vu du nombre de traitements qui sont actuellement disponibles pour traiter le myélome, on a globalement toujours une alternative à vous proposer, ce qui est plutôt rassurant en tout cas pour avoir un traitement. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au traitement à partir du moment où on ne se dirige pas en tout cas vers une autogreffe. Oui, c'est moi normalement, mais j'ai un peu de mal à tout faire. Oui, il y avait une question sur la différence entre chaîne légère et chaîne lourde, en fait, parce que quelqu'un a été, mais je ne sais plus où est la question, a été traité, donc... Ça, c'est des choses qui ont été abordées. Ça, c'est des choses alors ça, c'est déjà très très précis quand même, comme question. Alors en fait, c'est quoi la différence? C'est juste, c'est la chaîne lourde, chaîne légère, ça fait partie de ce qu'on appelle l'anticorps. Le pic monoclonal, c'est un pic d'anticorps, et dans cet anticorps, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle la chaîne lourde, et puis une autre partie qui est tout au bout qu'on appelle les chaînes légères. Et il arrive de temps en temps que les cellules de la maladie du myélome ne produisent pas la chaîne, enfin n'expriment pas cette chaîne lourde, mais uniquement la fin de la partie de l'anticorps qu'on appelle les chaînes légères. C'est pour ça que dans certains cas, on surveille la maladie en dosant ces fameuses chaînes légères libres. Mais c'est juste, c'est vraiment la construction, la protéine en elle-même. Mais c'est très précis comme question, je suis d'accord. Voilà. Ah oui, parce que la personne n'avait plus de pic. Ouais. Avec les chaînes légères, voilà, mais c'est autre chose en fait. Et parler de rechute. Bon, c'est un bon motif pour aller sur Myélonet parce que c'est expliqué et puis ça a été abordé pendant la première webconf par le professeur Decaux et le professeur Touzeau. Donc voilà, c'est sur quelles sont les causes d'un myélome, comment on diagnostique un myélome, et ce genre de questions a été abordé. Après, là, vous avez demandé, docteur, des questions. Là, il y en a plein sur les effets secondaires, tous plus désagréables les uns que les autres. Modification de goût, diarrhée, est-ce qu'on peut se passer de la morphine, anticoagulant, enfin bon, là, je crois qu'on ne peut pas répondre à tout.
Non, on peut pas répondre à tout, mais c'est vrai que vous avez raison. Moi aussi, hein, c'est souvent des questions qu'on me pose. Hein, c'est tout à fait normal parce que c'est un traitement que vous allez prendre un certain temps. Et puis, voilà. Donc, le but, au bout d'un moment, bien sûr, c'est d'avoir une vie qui est le plus normal, voire complètement normale. Et d'avoir ce type d'effet secondaire, c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, avec le traitement dont on vient de parler, le daratumumab, le Revlimid et les corticoïdes, le Revlimid notamment, c'est vrai que ça donne des diarrhées. Ça donne des diarrhées. Alors au début, on peut le supporter parce qu'on a les symptômes de la maladie au départ, et voilà. Mais une fois qu'on a plus ces symptômes, et très rapidement, hein, dès qu'on est en réponse, c'est vrai que ces symptômes de diarrhée peuvent peser pour peu qu'on continue plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais aujourd'hui, on a des médicaments, hein, des traitements qu'on peut proposer pour limiter en tout cas ces désagréments digestifs. Sur les thromboses, c'est pareil, c'est un médicament qui est le Revlimid, notamment quand on l'associe avec les corticoïdes, on sait que c'est un risque de thrombose. Alors vous allez me demander, c'est quoi une thrombose? Une thrombose, c'est une sorte de caillot qui se met dans les veines et qui fait très mal et qui peut, dans certains cas, malheureusement, bouger, migrer au niveau des poumons et donner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, ce qui peut être très grave, hein, bien sûr. Alors, pareil, aujourd'hui, on a des médicaments qui fluidifient le sang et qui, justement, vous protègent de cette complication. Ça me donne l'occasion de dire que dans quelques temps, il y aura sur Myélonet des fiches qui ont été proposées par le professeur Aurore Perrault, qui ont été développées par le réseau Onco-Occitanie, hein, et qui présentent, des fiches synthétiques qui présentent les différents médicaments et qui évoquent les effets indésirables potentiels de ces médicaments. Et après, il y a pas mal de gens qui demandent de votre avis, les docteurs, sur des traitements. Bon, ça, c'est un peu au cas par cas. Et on ne peut pas répondre. Voilà. Je pense que vraiment, il faut vraiment. Je comprends hein, les questions qu'on peut avoir. Mais vous savez, c'est vraiment votre hématologue, il vous connaît quand même vraiment très bien en général. Demandez-lui directement. Nous, on ne peut pas répondre. En fait, c'est pas possible. Et puis, en plus, on n'aura pas. Voilà. Je pense que vraiment, demandez à votre hématologue qui vous connaît quand même très, très bien. Et pareil pour la lecture des analyses. On ne peut pas faire ça en collectif. C'est compliqué, tout à fait. Mais c'est vrai que sur le MOOC, il y a quand même des pistes pour lire son analyse. Donc, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Hein. Il faut juste, voilà, comme vous dites, sur le MOOC, de comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder. Après, c'est pas, ça va, ça se fait assez facilement. Hein. Oui, quand on est docteur, ça va très bien. Oui, mais non, mais même moi, après, moi, j'ai souvent mes patients qui me regardent, me disent, ah ben oui, j'ai regardé mon électrophorèse, ça a l'air d'être bien. Bon, ils demandent bien sûr confirmation, oui. Mais en général, oui, tout à fait. Et il y en a qui parlent de myélome extramédulaire. Alors, extramédulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules du myélome sont avant tout dans la moelle osseuse, mais des fois, elles peuvent sortir de la moelle osseuse et puis se mettre à différents endroits, sous la peau, dans les muscles. C'est ce qu'on appelle extramédulaire. Des fois aussi, dans certains cas, on peut la retrouver sur la prise de sang, dans le sang. C'est ce qu'on appelle une leucémie à plasmocytes. Mais ça reste un myélome et le traitement, souvent, reste le même, hein, ne change pas vraiment. Et sinon, il y a beaucoup de gens qui parlent de la rechute, là, donc peut-être qu'on peut passer. Il faut maintenant, le temps passe, donc je propose qu'on évoque la rechute. Aurore, tu veux faire la rechute ou... Je ne sais plus combien il y avait, mais je peux commencer. Et puis, il nous reste une quinzaine de diapos. Ça roule. Partager. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une rechute? Une rechute, c'est la réaction de la maladie. J'ai discuté de ça ce matin avec une patiente dont la maladie résiduelle remonte. La maladie résiduelle qui remonte, ce n'est pas une rechute. La rechute, les critères de rechute, c'est réapparition du pic dans le sang et pas un pic qui passe de 1 gramme à 2 grammes. Normalement, il faut que ça remonte d'au moins 5 grammes, donc à partir du niveau le plus bas. Si le pic il était allé à 0, s'il remonte à 5 grammes, là on est dans une situation de rechute biologique. Si le pic au minimum il était allé à 8 par exemple, et bien vous faites 8 plus 5 pour avoir le niveau auquel on parle de rechute. Alors si c'est des chaînes légères, c'est la même chose. On regarde le niveau le plus bas des chaînes légères et on regarde combien elles remontent. Si elles remontent de 20 mg, pas grand-chose. Si elles remontent de 100 mg par litre, là, on considère que c'est une rechute. On distingue rechute biologique et rechute clinique. Pourquoi? Parce que
une rechute biologique, parfois, on peut seulement la surveiller. Il ne s'agit pas forcément de sauter dessus tout de suite avec un nouveau traitement. Très souvent, la rechute biologique, elle est très progressive, elle prend du temps. Et il peut passer des fois 6 mois, 1 an et demi, avant qu'il y ait besoin de reprendre un traitement. Alors, il faut trouver le bon moment. Si on a tout de suite des symptômes, si on a des douleurs osseuses, s'il y a des nouvelles lésions sur le scanner, le PET scanner, là, il n'y a pas de question, il faut reprendre un traitement. Mais par contre, s'il n'y a pas de douleur osseuse, s'il n'y a pas de lésion PET scanner, s'il n'y a pas de problème de calcium, s'il n'y a pas de problème au niveau des reins ou d'anémie, on peut attendre et surveiller l'évolution comme en fait on surveillait au début un myélome indolent par exemple. Alors parfois, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que l'idée, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait une fracture pour traiter une rechute. Mais nous, on a des petits moyens. On regarde la vitesse à laquelle le pic y monte. On regarde aussi la première fois, est-ce qu'il y a eu des lésions osseuses quand le pic il était à 10-12 grammes ou est-ce que le pic il était à 50 grammes. Donc c'est très variable et puis il y a des fois on peut aussi se tromper. Mais assez souvent on propose d'attendre et de traiter au bon moment pour pouvoir vous laisser du temps s'il n'y a pas besoin de traitement tout de suite. Donc ça c'est important parce que c'est pas parce qu'il y a un pic à 5 grammes que demain il faut absolument reprendre un traitement. Ensuite, comment on décide qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement en rechute? Parce qu'on a eu beaucoup de questions sur quel est le traitement optimal. Et en fait, le traitement optimal, il n'y en a pas parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de comment on a répondu au premier traitement. Si vous avez eu du lénaludomide qui a très bien marché et qui a eu un espace libre, on peut évidemment le reprendre. Si ça n'avait pas bien marché, on a plutôt envie de changer de groupe de traitement. Si on rechute sous médicament, forcément on devient ce qu'on appelle réfractaire à ce médicament, donc on ne peut plus l'utiliser, il faut changer. Si par contre on rechute à distance, ça peut nous arriver de reproposer un traitement qui ressemble à ce qui a déjà été proposé, et ça c'est vraiment une autre façon de réfléchir. Alors tous ces traitements que vous voyez à l'écran, c'est des traitements des 4 principales classes avec les alkylants. Et vous avez le nom des molécules. Après, il y a les noms commerciaux. Là, vous avez le nom de toutes les molécules, des inhibiteurs du protéasome, des imides, des anticorps monoclonaux, alkylants. Et puis, dans le groupe des corticoïdes, on retrouve toujours la dexaméthasone qu'on réutilise en général à chaque rechute. Mais comme l'a très bien dit Laurent, on la donne au début quand la maladie est évolutive et dès qu'elle est contrôlée, on peut réduire les doses, voire après arrêter. Ça, c'est les traitements un peu classiques. Si on a déjà utilisé du bortezomib et qu'il y a une neuropathie, par exemple, on ne va pas le réutiliser. Le carfilzomib, il ne donne pas de neuropathie, mais il peut donner des problèmes d'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, des gens fragiles au niveau du cœur. Donc, on adapte en fait aussi aux autres antécédents et aux autres particularités du patient. Les anticorps monoclonaux, on a vu que maintenant, à partir de 2021, on donnait du daratumumab à tout le monde, que ce soit avec une autogreffe ou sans autogreffe. Si on en a donné et qu'il y a eu un espace sans daratumumab, à rechute, peut-être qu'on peut en redonner, ou qu'on peut donner l'autre anticorps monoclonal anti-CD38 qui s'appelle isatuximab. Par contre, si on rechute sous daratumumab, a priori, ça ne sert pas à grand-chose d'en redonner, même si on change et qu'on rajoute quelque chose avec. Et de la même façon, l'isatuximab, on n'est pas sûr qu'il va fonctionner juste près du daratumumab. Mais ça, c'est des règles très générales, puisqu'on a déjà vu aussi des patients chez qui on avait fait ça et ça fonctionne quand même. Mais en général, on essaye de plutôt changer de groupe de médicaments. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là, avant qu'on vous parle des nouveaux traitements. Non, pas spécialement, parce vous avez répondu en fait. Après, les gens demandent combien de temps une rechute. Bon, là, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, c'est vrai que ça dépend. Et puis, c'est plus le... Alors, à part les nouveaux traitements, on va en parler des nouveaux traitements, mais à part ces nouveaux traitements, c'est vrai que le plus souvent, la durée de rémission, la première, on va dire 4-5 ans, et puis la deuxième, des fois, c'est un peu moins, la troisième, un peu moins. Bon, sauf si on trouve une classe de médicaments qui est particulièrement efficace dans un myélome particulier d'un patient. Mais c'est vrai que souvent,
les durées de rémission se raccourcissent au fil du temps. Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent après à être traités avec un 6e traitement, un 7e traitement, un 8e traitement, parce qu'on change dès que quand la maladie revient. Et contrairement au traitement de première ligne, ou en tout cas après une autogreffe, à un moment donné, on arrête le traitement, il est de durée fixe. Une fois qu'on rentre dans un traitement de rechute, à part pour les carticelles, mais de plus en plus, on fait des traitements qu'on continue, ce qu'on appelle jusqu'à progression ou juste intolérance. Et donc, en gros, ça veut tant que le traitement fonctionne et que le patient le supporte, on continue. Et donc, ça, c'est des traitements plus prolongés. Et c'est vrai que les traitements rechute, on a l'impression que les patients en ont marre parce que on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Alors, comme on a des traitements de plus en plus efficaces, même en rechute, et ça, c'est un protocole de l'IFR du professeur Motti est en cours, on n'a pas les résultats, qui s'appelle le protocole Confirme. Il a essayé de poser cette question. Est-ce qu'on peut aussi, à la rechute, faire un traitement de durée fixe, c'est-à-dire au bout de 2 ans, quelle que soit la réponse, quoi qu'il se passe, à part si la maladie revient, mais on arrête. Et puis on voit si les gens sont tranquilles pendant 1 an, 2 ans, et puis si la maladie revient, peut-être on peut reprendre. Donc ce protocole, il compare, pour la moitié des gens, on fait le traitement comme d'habitude, c'est-à-dire tant qu'il fonctionne et tant que les gens le supportent, jusqu'à progression ou continue. Et puis l'autre moitié des gens, on arrête à 2 ans et on voit ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, on aura une réponse sur est-ce qu'on peut, à un moment donné, arrêter les traitements en rechute aussi, et pas continuer toujours plus longtemps. Et on sait que les intervalles sans traitement, sur le plan de votre qualité de vie, c'est important. Enfin, c'est ce qu'on ressent, nous, quand vous nous le dites. Je confirme. Nous aussi. On va peut-être passer au nouveau traitement. Il y a énormément de questions sur les carticelles, bien sûr. Laurent, tu veux reprendre la suite? Allez, ok. Donc, on va commencer, je crois, d'abord par les essais cliniques. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, j'appuie une fois. Ouais. Alors, attendez, juste. Alors, les essais cliniques, les essais cliniques sont importants, parce que ça permet de répondre à des questions, notamment de savoir quelle est la meilleure association, quel est les meilleurs traitements qui permettent d'avoir une réponse la plus profonde. On a parlé des MRD par exemple, la plus longue, et puis aussi que vous puissiez au mieux supporter les traitements. Alors aujourd'hui, il y a en première ligne, au moment où on arrive dans la maladie, 2 essais qui sont actuellement en cours. Tout d'abord, l'essai bénéfique, qui aujourd'hui a fini, on ne peut plus intégrer cet essai, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui sont dans cet essai bénéfique, qui se pose la question de l'intérêt de rajouter un médicament, vous savez, au daratumumab, Revlimid, dexaméthasone, dont on a parlé tout à l'heure, quand on ne va pas vers une autogreffe. Et de rajouter quel médicament? C'est le Velcade. Alors, pourquoi on s'est posé cette question? Pour différentes raisons. Parce que on sait que dans certains cas, il peut arriver que le daratumumab, le Revlimid, dexaméthasone, fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait attendu. Et la question, c'est de savoir est-ce que de rajouter du Velcade. Alors, du Velcade, on fait attention, parce que je l'ai également vu dans vos questions. C'est vrai que le Velcade, ça donne des neuropathies. Ça fait mal, ça fait mal. Et ça, c'est vraiment embêtant dans la vie de tous les jours. Ça peut mettre du temps à régresser. Mais on utilise du Velcade à des j'allais dire pas à des faibles doses, mais en tout cas à des doses adaptées pour justement limiter en tout cas ce risque de neuropathie. Et on utilise un médicament qui s'appelle l'isatuximab. Alors l'isatuximab, c'est en gros comme le daratumumab. Ça reste ce qu'on appelle un anticorps monoclonal anti-CD38. Il agit peut-être un petit peu différemment et s'administre par voie intraveineuse à des rythmes différents que le daratumumab. Maintenant, de savoir est-ce que c'est mieux ou moins bien que le daratumumab, on n'a pas cette réponse, mais en tout cas, le protocole a été fait de cette façon-là et on continue le traitement jusqu'à ce que éventuellement la maladie revienne ou qu'il y ait des effets secondaires, bien entendu, importants. Et ce qui est également important dans ce protocole, c'est qu'on analyse ce dont Aurore a parlé au départ, la maladie résiduelle. Donc, on la fait régulièrement.
notamment effectivement après 1 an ou 1 an et demi du traitement, pour justement voir ce qu'on appelle la profondeur, de savoir est-ce qu'il reste encore des cellules du myélome qu'on peut encore détecter. Donc ça, c'est l'essai bénéfice. On n'a pas de résultat, cette proto, de savoir est-ce que ça a un intérêt ou non de rajouter ce Velcade. Donc on les aura, je pense, que d'ici 1 an et demi. Le deuxième essai, qui est toujours en cours, qui va certainement fermer prochainement, et ça, Aurore le connaît très bien, puisque c'est en partie son protocole, c'est l'essai qu'on appelle MIDAS. Alors là, on revient sur les personnes qui peuvent avoir une autogreffe. L'âge, alors, souvent dans les protocoles, on est obligé de mettre des critères. Donc là, on a défini l'âge en dessous de 66 ans. Et ce protocole, justement, se repose en fait la question de savoir est-ce que tout le monde doit avoir une autogreffe, est-ce que tout le monde va en bénéficier. Et comme on peut le voir, alors, il y a plusieurs types de traitements, plusieurs stratégies dans ce protocole-là, et les stratégies se basent sur la fameuse maladie résiduelle. Pour expliquer, c'est au départ, tout le monde a le même traitement pendant à peu près 6 mois d'une association avec un anticorps anti-CD38 qui est de nouveau l'isatuximab, à la place du daratumumab. On rajoute le Revlimid, on rajoute la dexaméthasone et également le carfilzomib. Aurore en a parlé sur les traitements de rechute, qui est de la même famille que le Velcade. On fait 6 cycles, c'est-à-dire à peu près en gros 6 mois de traitement. Au bout de ces 6 mois, on refait un myélogramme, un examen de la moelle, et on analyse cette fameuse maladie résiduelle. Et en fonction de ça, on a différentes stratégies. À partir du moment où on ne détecte plus aucune cellule sur plus d'1 million, c'est-à-dire qu'on est en ce qu'on appelle en maladie résiduelle négative, dans ce cadre-là, on va se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment aller vers une autogreffe? Et on est ce qu'on appelle tiré au sort, c'est ce qu'on appelle de la randomisation, pour savoir est-ce que certaines personnes vont avoir une autogreffe, d'autres pas. Et si on n'a pas d'autogreffe, eh ben on continue le traitement d'avant pendant encore 6 cycles, et après on continue sur une phase de maintenance. Aurore en a parlé également au début, une maintenance avec du Revlimid pendant 3 ans. Alors, pour les personnes qui n'ont pas cette maladie résiduelle qui est devenue négative, là, on essaye vraiment, si vous voulez, d'augmenter le traitement pour vous permettre d'être en maladie résiduelle. Et pour ça, on a également 2 stratégies. Soit on ne fait pas qu'une seule autogreffe, mais une double autogreffe qui s'enchaîne en général, ou on rajoute un nouveau médicament. Alors, pareil, je l'ai également vu dans vos questions, c'est l'iberdomide. Alors, l'iberdomide, c'est un médicament aujourd'hui qui n'est pas disponible en dehors des études cliniques. Ça va peut-être arriver d'ici les prochains mois, mais en tout cas, on ne peut pas l'avoir. Ça reste de la même famille que le Revlimid ou le thalidomide, par exemple, ou pomalidomide. C'est un peu différent, ça agit de manière un petit peu différente. Et donc, on va le proposer de commencer ce traitement dans certains cas. Donc, on n'a bien sûr pas de résultats aujourd'hui par rapport à cette stratégie. On peut encore être inclus, mais pas pour très longtemps, puisque très rapidement, dans les prochaines semaines, on va arriver au nombre attendu de personnes dans ce protocole. Et je pense que Aurore, c'est ça bien sûr mieux que moi, mais je pense que les premiers résultats, on les aura, on espère, d'ici plus d'1 an, d'ici l'année prochaine en tout cas. Pour la première partie sur le nombre de personnes qui ont été en maladie résiduelle négative avec ce protocole. Ensuite, on a le nombre de patients inclus dans ce protocole au total? Aurore? On a augmenté parce que pour des questions de statistiques, en fait, au début, on avait pensé qu'il y aurait à peu près la moitié des gens qui seraient le groupe vert, c'est-à-dire qu'on aurait 50% de gens dont la maladie résiduelle serait indétectable après 6 mois de traitement. Et en fait, on est agréablement surpris de voir qu'il y en a un peu plus. Et donc, pour pouvoir répondre à la question du orange, on a dû augmenter un petit peu les effectifs. Donc, on va arriver à peu près à 840, 850 patients. Et aujourd'hui, on en est à plus de 750. Donc, il doit rester un mois maximum, je pense, d'inclusion. Et sinon, pour le bénéfice, c'est fini. On peut pas. C'est ce que vous disiez, c'est fermé maintenant. C'est fermé, oui. Alors c'est fermé. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus de, on fait plus rien, qu'on soit bien oui, d'accord. Oui, non, c'est pas ce que je veux mais dire. oui, on peut plus intégrer le protocole. Il n'y a plus de nouveaux patients. Une question. Ouais, tout à fait. Oui. Après, il y a alors
il y a d'autres études qui vont arriver hein, dans les prochains mois. Et c'est notamment la question de pouvoir utiliser, par exemple, un anticorps bispécifique dès le départ, dès la première ligne de traitement. Alors, on va en parler tout à l'heure, hein, bien sûr, mais de ces traitements, pour l'instant, qu'on propose plutôt quand la maladie revient. Mais c'est vrai qu'on se pose cette question sur est-ce qu'on peut utiliser ces anticorps dès le départ, dès la première ligne. Et pareil, il y a des études qui vont commencer assez rapidement, en tout cas, dans les prochains mois. Je ne sais pas si vous avez encore des questions concernant. Je pense qu'il faut maintenant évoquer. Donc, je pense que on peut évoquer la situation sur les CAR-T et les bispécifiques. Hein. Je pense que... Aurore, Il y avait une question sur l'Institut Pasteur qui a trouvé un nouveau médicament, mycolactone. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et je comprends. Alors, attendez, comment vous écrivez ça? J'ai pas bien entendu. Mycolactone, MYCOLACTONE, de l'Institut Pasteur, qui serait un truc tout nouveau. Bon. Et pour le traitement du myélome. Alors, écoutez, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles molécules qui arrivent, en tout cas en test. Hein. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on pense que certaines molécules marchent très bien, puis après, bon, malheureusement, on s'aperçoit dans les essais que ça fonctionne pas très bien. Donc après, moi, voilà, donc c'est pas étonnant d'entendre effectivement pas mal de nouvelles molécules, mais pour un certain nombre, ça peut arriver que, en fait, on s'aperçoit qu'elles ne fonctionne en fait pas aussi bien qu'on aurait attendu. D'accord. Et une petite question géographique, puisque est-ce qu'on peut avoir des essais quand on vit aux Antilles? Ça, c'est une très bonne question. Alors, pour les sémidas, par exemple, oui, mais pour les sémidas, par exemple, on a ouvert le centre de la Réunion. Alors après, en effet, tout est compliqué pour nous, pour les patients, pour organiser un essai clinique, parce que bien sûr, il y a l'envoi des médicaments qui se fait par les pharmacies responsables de l'essai clinique. Donc tout ça a un coût. On a appris, on ne savait pas, mais que pour la Réunion, par exemple, il y avait des frais de douane pour... il fallait que les médicaments passent la douane. Il y a aussi ce qu'on appelle le monitoring, donc la surveillance après, quand on est inclus dans un essai clinique, les médecins et puis l'équipe de recherche du centre entre des données dans un logiciel, on va dire, anonyme bien sûr, mais tout ça c'est surveillé, donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui aillent là-bas après pour regarder ces données. Quand on envoie des prélèvements avec de la maladie résiduelle, il faut que ça... Donc c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Ça nécessite que l'équipe, l'hématologue du centre soit bien motivée, on va dire, mais c'est pas impossible. C'est plus compliqué, on est tout à fait d'accord, mais c'est pas impossible et on l'a fait récemment, par exemple, les sémidas. D'accord. Merci. On peut parler des carticelles, peut-être ça a l'air de passionner pas mal de monde. Aurore, comme tu veux. N'importe. Je fais les carticelles et puis je te laisse faire les billes spécifiques, n'importe. Allez. Alors effectivement, en plus de tous les traitements dont on vous a parlé, il y a aussi des nouvelles immunothérapies. Et en fait, si vous voyez sur cette figure, vous voyez la grosse cellule du myélome avec différents mécanismes d'action. On n'a pas parlé du vénétoclax parce que le vénétoclax n'est pas autorisé, n'est pas remboursé, mais parfois on le propose parce qu'on sait que ça fonctionne bien dans un certain sous-groupe de myélome qu'il y a donc dans les plasmocytes des anomalies génétiques avec un échange entre le chromosome 11 et le chromosome 14. Donc normalement, on n'a pas le droit de le prescrire dans sa vie. Ça devrait être les prochains mois. Et pour l'instant, comme c'est disponible en ville, que c'est en comprimé, on peut le faire, on prévient les patients et puis on l'explique. Mais en plus de tous ces médicaments-là, iberdomide, Lo vous en a parlé, vénétoclax, on a des nouvelles cibles. Et vous voyez le petit triangle bleu là qui s'appelle BCMA, c'est une nouvelle cible sur la cellule malade qui a permis de développer des immunothérapies T-cells ou des anticorps bispécifiques. Alors si on commence par les CAR T-cells,
le principe, c'est de récupérer les lymphocytes T du patient, donc c'est des cellules du système immunitaire qui sont censées tuer les virus, les cancers aussi, parce qu'on fait tous quelques cellules cancéreuses tous les jours, et normalement, le système immunitaire, quand il n'y en a pas beaucoup, il est capable de les éliminer. Donc on prend ces cellules T du système immunitaire, on les prélève, un peu comme on fait un prélèvement de cellules souches, mais là, elles sont déjà dans le sang, donc c'est plus simple. Il n'y a que à récupérer, entre guillemets, du sang. On les isole. Au laboratoire, ils sont modifiés. Alors, on ne connaît pas bien la recette, tout ça, c'est des secrets un peu industriels, mais ils sont modifiés pour être rendus actifs, tueurs, ciblés et tueurs du plasmocyte qui exprime BCMA. Donc, en gros, le lymphocyte T, on lui met un récepteur qui va reconnaître le BCMA sur la cellule malade. Ces lymphocytes T, ils sont dans des étuves, si vous voulez, ils sont cultivés, ils sont expandus, enfin, ils sont multipliés, et après on les réinjecte pour qu'ils aillent faire leur travail de lymphocytes tueurs contre le myélome. Alors, c'est un traitement un peu révolutionnaire, ça peut marcher très bien. Il y a plusieurs contraintes. La première, c'est que aujourd'hui, il y a une rechute, on décide de faire un traitement par carticelle, on ne peut pas faire la réinjection après-demain. Il faut organiser le prélèvement sanguin de lymphocytes, il faut l'envoyer, aujourd'hui ça part aux États-Unis, donc ça prend l'avion, etc. Il y a un délai de fabrication, il y a le retour dans le centre, le contrôle par la pharmacie, que la poche, tout va bien, et seulement après on réinjecte. Aujourd'hui, en moyenne, ça prend 3 mois à peu près, on va dire, entre le prélèvement sanguin et la réinjection. Et pendant ce temps, il faut être capable de contenir le myélome, parce qu'un myélome en chute qui a déjà reçu beaucoup de traitements, parfois, il ne peut pas attendre 3 mois. Alors, il y a 2 carticelles, je ne sais plus comment on les a... non. Il y a 2 carticelles aujourd'hui qui sont développées par les industriels. Un premier qui s'appelle ID-Cell, qui est développé par Celgene MS, et qui est approuvé en Europe et disponible en France avec un accès limité. Donc, il y a 11 patients par mois qui peuvent avoir un prélèvement sanguin pour fabriquer des carticelles. Donc, c'est 1 patient par mois dans 11 CHU. Et ces patients, on ne peut pas donner ça à la première rechute. C'est des patients qui doivent avoir déjà reçu au moins 3 traitements antérieurs. Et pour nous, d'expérience depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, qu'on peut proposer un petit peu ce traitement en France, il faut que ce soit des gens dont le myélome est quand même contrôlable. Il n'est pas trop agressif. Si on voit que tous les 15 jours, le pic il a doublé, on se dit qu'on ne pourra pas attendre les 3 mois. Et si on réinjecte des lymphocytes T sur une maladie explosive, en général, ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à bien sélectionner les patients. Ce n'est pas une sélection... bien sûr, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, on fait des choix en fonction de l'âge, en fonction des traitements déjà reçus, en fonction de, malheureusement, là où vous habitez aussi, parce que même si on essaye de s'organiser par région, ce n'est pas toujours très simple. Mais on fait surtout des choix sur le type de myélome. Est-ce que le myélome va pouvoir attendre? Et que du coup, on ne fait pas un faux espoir aussi à quelqu'un en disant on a des carticelles, mais si on n'est pas dans une bonne situation, on va réinjecter les carticelles, ça ne va pas fonctionner. Et puis là, on aura attendu des mois pour rien. Alors aujourd'hui, c'est plus facile un peu de faire la sélection parce qu'on a une alternative. Quand on ne peut pas faire un carticelle, et là je donne peut-être la parole à Laurent, on a d'autres immunothérapies. J'ai une question quand même sur les carticelles. Oui. Est-ce qu'on connaît le taux de succès des carticelles? Et est-ce que ça guérit du myélome? Oui, alors le taux de succès, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Le taux de succès, oui, on le connaît. En termes de réponse, on a plus de 2/3 des patients qui répondent à l'ID-Cell, donc le premier carticelle. Et puis je vous ai dit qu'il y en avait un premier, je ne vous ai pas dit quel était le deuxième. Le deuxième, c'est le Cilta-Cell. Lui, il a été développé par le laboratoire Janssen. Et il a aussi montré que c'était efficace chez des gens qui avaient reçu en moyenne 3 traitements antérieurs, qui avaient reçu tous les autres médicaments du myélome, c'est-à-dire les inhibiteurs du protéasome, les immunomodulateurs et les anticorps anti-CD38. Et alors le Cilta-Cell, malheureusement, on a eu un accès très court, donc c'est un médicament qui est approuvé en Europe, qui a été mis à disposition en France sous la forme de 5 patients par mois pendant 3 mois. Donc il y a 15 patients en France qui ont pu recevoir ce traitement.
avant que malheureusement, mais certains d'entre vous le savent, parce que la F3M a beaucoup œuvré contre ça et communiqué, l'évaluation de ce médicament par les autorités de santé n'a pas été très bonne. Et en gros, pour faire très simple, ils ont dit que pour l'instant, c'était insuffisant pour dire que ce médicament était efficace. Ils demandaient au laboratoire de le fournir quasi gratuitement. Et donc, le laboratoire Janssen a enlevé l'accès pour la France, pour tout vous dire, pour le donner, je pense, à l'Allemagne, pour qui le remboursement était peut-être un peu plus facile à négocier avec les autorités. Alors ça, c'est un peu dramatique. Néanmoins, pendant ce temps, la recherche, elle a avancé. Et au début, ces médicaments, ils ont été évalués dans des essais cliniques non randomisés chez des gens qui avaient tout reçu. Et ensuite, il y a eu des essais chez des gens qui étaient en rechute moins avancée, par exemple à partir de la première rechute ou de la deuxième rechute. Et ça a été comparé au traitement de rechute habituel. Et les 2 essais cliniques, le premier qui s'appelle Karma 3, qui a été présenté il y a quelques semaines dans un premier congrès et qui a été publié, et le deuxième Cartitude 4 qui va être présenté dans 10 jours au congrès de Chicago, mais on a déjà vu les résultats qui ont un peu fuité. Dans les 2 essais cliniques, on montre que ça fait mieux que le traitement habituel du myélome. Donc, en France, les autorités vont être obligées de réévaluer ces médicaments et selon les règles, vraisemblablement, elles vont devoir les autoriser, les rembourser. Alors, il faudra voir comment, etc. et combien de temps ça va prendre, mais on espère avoir un meilleur accès dans les prochains mois. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, alors moi, je peux peut-être, puisque j'ai refait un point avec Laurent Gillot, notre président, parce que ce problème d'accès à ces innovations, que ce soit les CAR-T ou les bispécifiques, on suit ça de très près. Hein. C'est vrai que ce sont des médicaments qui ont été autorisés au niveau européen sous des AMM dites conditionnelles, parce que c'est quand même la première fois où des médicaments arrivent sur le marché sur la base de résultats d'essais de phase 2 sans bras comparatif. Et ça a complètement perturbé la commission de transparence de l'HAS qui est chargée d'évaluer ces nouveaux médicaments. Donc, je veux dire que ce soit les 2 CAR-T ou les 2, pour moi, je connais 2 anticorps bispécifiques qui sont celui de Janssen ou de Pfizer. Je vous évite les noms barbares, le Teclistamab, si je ne me trompe pas, et l'Elranatamab. On va en parler, oui. Oui, voilà. Donc, tous ces médicaments se sont vus attribuer une SMR5. Donc, voilà, on espère que la HAS va accepter que les accès précoces durent plus longtemps et puis prendre le temps justement que les résultats qui viennent d'être présentés par Aurore Perrault des essais de phase 3, que ce soit Cartitude ou autre, sur les CAR-T, puissent être pris en compte de façon à ce que ces médicaments puissent rejoindre la liste en sus et être pris en charge dans les hôpitaux. Donc, sachez qu'on a un rendez-vous au ministère le 9 juin prochain. Donc, c'est un jour important. On espère que les conseillers du ministre sont en capacité de nous rassurer. Et je peux vous dire que, d'abord, remercier le nombre d'entre vous qui avez interpellé votre député, votre sénateur, qui fait qu'aujourd'hui, de nombreuses questions écrites ont été posées tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et que les lignes bougent. Qu'il y a aussi eu l'annonce d'un accès direct dont je n'ai pas compris ce que ça a apporté de plus très récemment, mais bon, voilà. Mais je laisse maintenant la parole à Laurent Frenzel pour nous expliquer plus concrètement ce que c'est qu'un anticorps monoclonal bispécifique. Avec des noms barbares, c'est ça, avec l'Elranatamab et le Teclistamab. Oui, alors, mais c'est vrai que vous avez raison. Je pense que c'est malheureusement, comme l'a très bien dit Aurore, c'est un peu dramatique de ne pas pouvoir utiliser certains traitements alors qu'on sait que ça marche très bien. Il faut vraiment continuer, je pense, à mettre une certaine pression sur les autorités parce qu'on sait que ça marche et que des fois, on aimerait avoir effectivement ces traitements plus rapidement. Alors, pareil, il y a eu beaucoup de questions, CAR-T bispécifiques. Qu'est-ce que c'est exactement ces bispécifiques? Alors, il s'agit d'un anticorps monoclonal. Est-ce que c'est la même chose que le daratumumab ou le lisatuximab, qui est un anticorps anti-CD38? Alors non, c'est pas la même chose du tout.
ça fonctionne un peu, si vous voulez, un peu comme un CAR-T-cell, entre guillemets. C'est-à-dire que cet anticorps, quand vous le voyez sur ce schéma, qu'est-ce qu'il va faire? D'un côté, vous voyez sur une des branches, vous voyez l'anticorps, il y a toujours deux parties, ce qu'on appelle deux branches. La partie bleue, cette partie, par exemple, elle va aller se fixer sur les plasmocytes, c'est-à-dire les cellules du myélome. Voici ci dessus. Et puis la partie qui est à droite, la partie qui est un peu ocre, elle va se fixer sur les lymphocytes T. Alors les lymphocytes T, c'est, comme je dis, ça ressemble un peu aux CAR T-cells. Les CAR T-cells, c'est ça en fait. Ce sont des lymphocytes T, ce sont les cellules de votre immunité qui sont là en général pour vous défendre contre les infections. Qu'est-ce qu'on va les faire? On va un peu les dresser, entre guillemets, à reconnaître les cellules du myélome comme étrangers, comme un virus par exemple. Et cet anticorps va rapprocher tout simplement vos lymphocytes, c'est à vous, ce sont vos propres lymphocytes, de vos cellules qu'on veut éliminer, qui est les cellules malades. Ça va les rapprocher. Qu'est-ce que va faire le lymphocyte T? Il va s'activer et puis il va aller tuer la cellule du myélome. En gros, c'est comme ça que fonctionne un anticorps monoclonal bispécifique. Et c'est différent, bien entendu, du daratumumab. Le daratumumab, lui, va, entre guillemets, uniquement, mais c'est déjà très bien, se fixer sur la cellule malade. Il ne va pas aller rapprocher le lymphocyte T des cellules du système immunitaire. C'est que comme ça, effectivement, que fonctionne ce bispécifique. Alors, aujourd'hui, il y a surtout deux bispécifiques qu'on peut utiliser. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, ils ont eu malheureusement, comme les CAR T-cells, ce qu'on appelle un ASMR de niveau 5. En gros, ça veut dire que les preuves ne sont pas encore évidentes de leur efficacité, alors que c'est pas vrai, puisqu'on le sait, dans les études cliniques, ça marche très bien. Mais on peut les utiliser dans ce qu'on appelle un accès précoce, c'est-à-dire avant que ces médicaments soient commercialisés, on peut, dans certains cas, y avoir accès. Tant mieux. C'est pour ça que maintenant, ça fait quand même quasi 1 an qu'en dehors des essais cliniques, on peut utiliser ces fameux anticorps bispécifiques. Il y avait l'elranatamab, le teclistamab, globalement, c'est à peu près la même chose, la même efficacité. Ils se donnent de la même façon. Ce sont des traitements qu'on donne par voie sous-cutanée, en piqûre, toutes les semaines en général, sauf au départ. Au départ, en général, on commence doucement, parce qu'un peu comme dans les CAR T-cells, on ne sait pas trop comment s'active votre système immunitaire. Des fois, il peut un peu s'emballer, entre guillemets, et puis faire ce qu'on appelle de la fièvre, ce qu'on appelle un syndrome de relargage cytokinique. Ça ressemble beaucoup à de la fièvre. Et on aime bien. En fait, avec les bispécifiques, ça arrive essentiellement au tout début du traitement. C'est pour ça que souvent, on a besoin d'être hospitalisé au niveau la première semaine pour surveiller, être sûr que vous ne fassiez pas une fièvre trop importante. Mais après cette première semaine de traitement, en général, le traitement se donne toutes les semaines. Alors, pendant combien de temps? Pour l'instant, on ne sait pas, tant que ça marche, en général, on a tendance à le continuer, on peut l'espacer à tous les 15 jours, mais aujourd'hui, c'est un traitement qu'on a tendance à donner tant bien sûr qu'on contrôle votre maladie, qui est un traitement qui est globalement plutôt bien supporté, qui marche plutôt bien. Alors, on sait qu'aujourd'hui aussi, et on est particulièrement vigilant aujourd'hui avec ça, et Aurore notamment est en train de développer une étude pour savoir si ce type de médicament peut donner un peu certains types d'infections qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Pourquoi? On peut imaginer qu'à force de stimuler votre système immunitaire, qu'il se fatigue, entre guillemets, un peu, ce qui peut des fois arriver. Et en se fatiguant, peut-être qu'il va un peu moins vous défendre contre des infections. Et c'est des choses qu'on est en train de surveiller de très près avec ce type de traitement. Mais aujourd'hui, en tout cas, les bispécifiques en France, en tout cas, sont disponibles partout, dans tout centre d'hématologie qui prennent en charge, bien entendu, le myélome. C'est quasi tous les centres d'hématologie de France ont accès, en tout cas, à ce traitement, pour l'instant, avec cet accès précoce. Et j'espère que les réévaluations de nos autorités vont être rapides, permettant de pouvoir continuer bien sûr, à utiliser ces traitements avec leur commercialisation prochaine, comme pour les CAR T-cells. Après, la question, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais souvent on dit oui, mais entre un CAR T-cell et un bispécifique, comment choisir? Alors, ça, c'est des questions un petit peu compliquées. Et ça, c'est vraiment toute votre hématologue et l'équipe bien sûr, qui entoure votre hématologue. C'est également une question que j'ai eue. Il faut savoir qu'on ne travaille jamais tout seul, on travaille toujours en équipe, ce qui effectivement paraît logique et plutôt rassurant. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont dépendantes de chaque personne en tout cas. Mais les deux traitements en tout cas fonctionnent vraiment très bien. Un titre indicatif, donc c'est vrai que Aurore disait qu'aujourd'hui les CAR-T, il y a 11 malades qui peuvent en bénéficier chaque mois.
Moi, j'avais le chiffre de 8. Mais bon, voilà. Mais les bispécifiques, un contact récent avec Janssen disait que 700 malades en France avaient pu bénéficier d'anticorps bispécifiques de Janssen. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Donc, après, alors, c'est vrai. Et puis, il n'y a que certains centres qui peuvent faire des CAR-T-cells aujourd'hui. Hein. Donc, il y a une dizaine de centres. Donc, ça nécessite également, pour ceux qui sont pas dans ces centres-là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès, mais ça nécessite aussi de changer, en tout cas, le temps du traitement de centre. Hein, oui. Et les bispécifiques sont, enfin, autour de moi, on parle de miracles carrément. Donc, en tout cas, d'une qualité de vie qui s'est beaucoup améliorée, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, dans l'énorme majorité, comme les CAR-T-cells, ça marche plutôt très bien. Alors aujourd'hui, on les réserve plutôt après certaines rechutes. Hein. Mais comme j'en ai un tout petit peu parlé avec les essais cliniques et bénéfiques, vous savez, pour les personnes qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe, c'est vrai que comme vous le dites, ça marche très très bien. Et on a un peu, on veut les utiliser peut-être de plus en plus tôt. Et en première ligne, hein, peut-être pendant une certaine durée, on ne sait pas trop, on est en train de réfléchir aujourd'hui à l'IFM, de savoir combien de temps on peut les utiliser. Mais oui, tout à fait, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et souvent, quand un médicament fonctionne bien, alors qu'on est déjà effectivement après un certain nombre de lignes, en fait, forcément, on va être tenté de l'utiliser, et à juste titre, de manière de plus en plus précoce, hein, donc, ce qui est tout à fait normal. Je vous propose là d'avancer. Donc, on a quelques questions qui ont été posées par les participants qui suivent les différents parcours pédagogiques proposés sur IELoNet. Donc, voilà. Lorsqu'on est en traitement, est-ce qu'il est possible de subir une intervention chirurgicale comme la personne évoquait le rabotage d'un os, hein? Alors, ça peut arriver hein, qu'on nécessite d'une intervention chirurgicale. Tout dépend de l'urgence de votre intervention chirurgicale. On peut toujours avoir une intervention, bien entendu, notamment si c'est urgent. Par exemple, dans certains cas, ça peut arriver que le myélome puisse entraîner un risque pour la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce qui commande hein, les bras et les jambes. Hein. Et donc là, on y va en urgence parce que c'est vraiment une urgence. Il faut vraiment qu'on traite tout de suite. Mais en général, on préfère différer les interventions si c'est pas une urgence. Pourquoi ? Parce que les traitements vont occasionner un certain retard de cicatrisation et puis un risque infectieux. Donc, tout dépend en fait de l'urgence ou non de ce traitement chirurgical. Mais si c'est une urgence, par exemple une appendicite, bien entendu qu'on ne va pas attendre. On fera en tout cas ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucune complication, même si le traitement est en cours. Bon, la deuxième question m'a un peu étonné. Moi, quand j'ai arrêté mes traitements, les effets secondaires que je pouvais supporter, ils se sont arrêtés, mais bon. Bah c'est ça, en général, on est plutôt assez content d'arrêter le traitement. Oui, je suis d'accord. Alors, ça a peut-être fait référence, vous savez, certains traitements, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain parce que sinon, on peut effectivement faire, voilà. C'est comme, par exemple, les traitements morphiniques ou les corticoïdes, par exemple, quand on prend depuis longtemps, on ne les arrête jamais d'un coup parce qu'on peut avoir de graves problèmes derrière. C'est peut-être par rapport à ça. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Un traitement, en général, on est plutôt content d'arrêter le traitement, on peut l'arrêter d'un coup, la plupart du temps. Je pense que la question suivante a été abordée. Hein. Vous l'avez dit que vous vous adaptez à la situation de chaque patient et que bien sûr il y a des protocoles standards, mais qu'ensuite dans votre métier c'est de bien connaître votre patient, de connaître son histoire avec la maladie et d'adopter la meilleure stratégie. Voilà. Et puis la dernière question, m'étonne, mais je vous laisse répondre. C'est la myocardite. À une myocardite sévère toxique liée au Velcade. Moi, je ne m'attendais pas à avoir parlé du Velcade, j'ai un autre médicament en tête. Mais... Alors ça doit être effectivement, la personne qui a posé cette question a dû malheureusement avoir cet effet secondaire. C'est très rare, mais ça existe. Hein. C'est myocardique. Donc c'est un peu embêtant. Donc en général, on ne reprend pas le Velcade. Hein. On ne reprend pas le Velcade parce que ça risque de revenir. Alors, des alternatives, oui, on l'a vu. Hein, donc, il y a plusieurs familles de traitements. Aurore l'a très bien montré, notamment au moment de la rechute. Il y a plusieurs familles de traitements. Donc, on change tout simplement de famille de traitement pour traiter votre maladie. C'est vrai que moi, je me dis que quand j'ai la chance d'avoir 15 ans d'histoire avec mon myélome, on ne se posait pas la question du choix des médicaments il y a 15 ans. Oui. En 2017, on a vu apparaître dans chaque famille un deuxième médicament et aujourd'hui, on a sur étagère un nombre de combinaisons possibles quand même qui est très significatif. Du coup, Bernard, tu réponds un peu à des questions sur l'espérance de vie et tout ça. Voilà.
Ouais, Il y a des gens, ça fait longtemps qui vivent avec le myélome. Écoute, oui. Non, mais bon, écoutez, je vois que le temps passe. Je suis admiratif parce que je peux vous dire que nous sommes 300 en ligne et on a été 340. Oui, attendez, on m'appelle là parce que j'ai autre. Voilà, donc écoutez, moi il me reste à vous remercier pour votre disponibilité, pour la qualité de ces échanges. On va maintenant profiter pour faire quelques annonces puisque le parcours tutoré se poursuit et le prochain rendez-vous en termes de webconf sur la thématique comment vivre bien avec un myélome au quotidien, c'est une webconf qui va être animée par Cécile Sontag de Strasbourg et Margaret Macro de Caen. Voilà, vous pouvez dès à présent noter ça dans vos agendas. Je redis aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur Myélonet, voilà, vous aurez l'occasion de revoir les vidéos qui ont été présentées au GNM, mais pas uniquement, et vous pouvez revenir sur toutes ces questions qui ont été abordées aujourd'hui. Oui, voilà. Parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions et il y en a dont les réponses sont sur le MOOC. Donc... Oui, voilà. Et puis de toute façon, dans les ressources complémentaires du MOOC, je sélectionne en accord avec les médecins quelques questions, je dirais qu'on sait qu'elles sont posées régulièrement avec les réponses en face. Donc voilà, donc vous pouvez revenir sur ces webconf en les réécoutant parce qu'elles sont publiées sous forme de replay, soit, je dirais, au travers de Myélonet où certaines questions-réponses sont reprises en ressources complémentaires. Écoutez, merci encore à vous, Aurore Perrault, merci Laurent Frenzel, merci à Aurélie, à Audrey. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez me dire le mot de la fin. Moi, j'ai répondu à une question dans le module des questions qui était sur l'espérance de vie. Je voudrais dire, même si on sait que certains sont en situation des fois pas facile, au moment des rechutes notamment, ou quand le nombre de traitements a augmenté et qu'on a moins le choix, l'espérance de vie dans cette maladie a même doublé dans les 10-15 dernières années. Et avec l'arrivée de l'immunothérapie, on peut voir encore des progrès. Donc, cette immunothérapie, même si les CAR-T-cells aujourd'hui sont disponibles pour tout le monde, les bispécifiques le sont. Donc, ça donne une vraie chance pour les gens qui ont déjà reçu tous les autres traitements. Ouais, pour compléter ce qu'Aurore a dit, oui, c'est important. Et comme vous l'avez dit, Bernard, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, tant mieux, plusieurs traitements disponibles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Et je pense qu'il faut vraiment continuer, en tout cas, à se battre, nous, bien sûr, en tant que médecins, mais également vous, votre voix est importante, donc d'essayer de continuer à montrer qu'on a toujours besoin de ces traitements et qu'il faut continuer, en tout cas, les études, la recherche pour effectivement continuer à avoir ces nouveaux traitements, de les mettre de manière différente, mais c'est vrai que ça reste un combat qu'il faut vraiment qu'on continue tous ensemble. En tout cas, merci pour cette discussion et votre participation qui est toujours impressionnante et on est ravis de cela. Merci beaucoup. Merci à vous deux, surtout pour votre pédagogie. On comprend tout, c'est extraordinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée à chacun et à chacune. Bonne soirée. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.